On va démarrer. Écoutez, on sort donc de nos réunions de bureau et de groupe. La journée ou la semaine plutôt démarre sur une triple hypocrisie. C'est-à-dire qu'on a à la fois sur la politique familiale avec le reniement de l'engagement 18 jours plus tard, le reniement de l'engagement du président de la République de ne pas augmenter les impôts en 2014. Et non seulement c'est un reniement, mais c'est aussi un ciblage sur les familles qui ont des enfants. Le principe du quotient familial, c'est de mettre en place une solidarité en direction des familles qui ont des enfants. Donc là, on casse un de ces leviers. La politique familiale s'appuie sur 3 leviers: l'universalité des allocations familiales, le quotient familial, et puis les différents mécanismes qui permettent de concilier vie familiale et vie professionnelle. Et là, c'est cela qui est mis à mal, puisque c'est également une remise en cause de la PAJE, aussi bien dans son montant sur le complément d'activité pour certaines familles, et également sur la durée du congé parental qui est raccourcie. Alors, ça c'est la première hypocrisie. La deuxième hypocrisie de la semaine, c'est le texte sur la transparence, où alors là on est rentré dans quelque chose d'invraisemblable. Sur cette loi Cahuzac, je vous rappelle d'où vient ce texte. C'est lié à un ministre de la République qui a menti devant la représentation nationale. Donc à partir de là, le gouvernement et le président de la République ont décidé de faire une loi Cahuzac. Donc cette loi Cahuzac, c'était la volonté de transparence, de mettre de jeter l'opprobre sur l'ensemble des parlementaires. Et puis on est rentré dans une guerre entre le président de l'Assemblée nationale, le président de la République, le Premier ministre, au sein du groupe PS. Et là, on arrive à un imbroglio invraisemblable, c'est-à-dire qu'on réussit à avoir la possibilité de consultation sans publication, c'est-à-dire qu'un an avant les élections municipales, on va alimenter tous les tracts anonymes qu'il est possible de faire. Les publications sur Internet, enfin, ça va être tout et n'importe quoi. On est vraiment, je crois, au comble de l'hypocrisie avec le compromis qu'ils ont réussi à trouver dans ce ménage à 4 entre le président de l'Assemblée, le président de la République, le Premier ministre et le groupe PS. Et puis, la dernière des hypocrisies, c'est ce scandale parlementaire qui est le débauchage d'un député. Alors ça, on n'avait encore jamais vu ça. On voit bien à quel point la majorité est aux abois, puisque semaine après semaine, ils perdent toutes les partielles. La semaine prochaine, ça fera la 7e élection partielle de suite qui sera perdue. Et donc aujourd'hui, moi je m'interroge sur les moyens qu'a utilisé le gouvernement, moyens de pression ou autres moyens pour faire en sorte qu'un député élu, financé par l'UMP, siège sur les bancs du PS. Je ne sais pas comment M. Leroux fait encore pour se regarder dans une glace en ayant sur ses bancs un député qui a été financé et soutenu par l'UMP. Enfin, je crois que là, on touche vraiment le summum. C'est comment s'appelle-t-il? Napolé Pouloutélé, député de Wallis et Futuna. Mais peut-être qu'ils lui ont fait plus que lui avait fait le logement. Non, mais je pense que c'est vraiment, enfin, moi je m'interroge, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Quels ont été les arguments? Quels ont été les moyens? Qu'est-ce que l'on a donné? Il s'est passé quelque chose. Mais il a dit qu'il n'a pas été investi officiellement par l'UMP. Il a été soutenu et financé par l'UMP. Soutenu et financé. Des candidats non inscrits qui vous a rencontré, Non, mais il n'a pas été investi officiellement par l'UMP. Il a été soutenu et vous savez, quand on accepte le financement d'un parti, moi ça m'est jamais arrivé d'accepter le financement du PS, on ne me l'a jamais proposé non plus. Mais j'imagine qu'il y a eu des moyens qui seraient intéressants, enfin, d'avoir la lumière là-dessus. Dire comment M. Leroux. J'allais dire, c'est dit politique par Marine qui vient. Je vous laisse vos commentaires les uns et les autres. À votre disposition. Sur la transparence, vous proposez quoi précisément?
Ben, écoutez, nous, on a toujours, la ligne a toujours été la même depuis le début. On n'a pas à faire de l'affaire Cahuzac, d'un député, un ministre qui a menti devant la représentation nationale, à jeter l'opprobre sur l'ensemble de la classe politique. Donc, à partir de là, cette mise en pâture qui avait été organisée du patrimoine des parlementaires est choquante. D'ailleurs, j'avais été l'un des premiers à réagir en disant, mais à ce moment-là, qu'on l'élargisse à tout le monde, si on veut aller sur la transparence, à tous ceux qui sont détenteurs de l'autorité publique ou tous ceux qui portent la parole publique. Et ensuite, c'est une affaire du gouvernement. Je vous dis, c'est une affaire entre le président de la République, qui crée cette loi Cahuzac, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale, qui organise une opposition frontale au président de la République, et puis le groupe parlementaire qui est éclaté en deux. Donc, laissons le PS se débrouiller dans cet ambroglio. Nous, sur le reste, soit on était pour une transparence, mais alors faisons-la complètement, parce que pourquoi une catégorie, pourquoi certains élus, pas d'autres, et pourquoi pas tous les détenteurs de l'autorité publique, je ne vois pas ce qui peut justifier qu'on prenne telle ou telle classification. Mais la balle, elle est aujourd'hui dans le camp du PS qui se débrouille avec leur loi comme ça. C'est quoi la position du groupe UMP alors qu'on comprend pas sur... Déjà, le jour où on aura compris la position du groupe PS, sauf preuve du contraire, c'est le gouvernement. C'est une proposition de loi gouvernementale, cette loi que j'appelle la loi Cahuzac. Le gouvernement a décidé de la déposer. Ils sont dans une ligne de fracture entre eux. Je crois que ce matin, ils devaient rendre leurs derniers arbitrages. Donc on va voir à quoi ressemblera le texte demain. Mais les informations qu'on en a eues, qu'on a pu lire dans la presse, font qu'on est dans le pire des ambroglios, c'est-à-dire la possibilité de consulter mais de ne pas publier. Là, toutes les suspicions et les manœuvres pourront être utilisées. Sur cette question de la transparence, en clair, vous n'êtes pas pour la loi Cahuzac, mais vous êtes pour qu'on en reste à ce qui existe aujourd'hui, ou vous êtes pour une proposition... Moi, la position de départ qui était la nôtre, c'est de dire on peut renforcer les contrôles si on le souhaite. Je pense qu'on avait un système qui fonctionnait plutôt bien. C'est-à-dire déclaration de... non, parce que cette loi n'aurait rien empêché pour M. Cahuzac. Qu'est-ce qu'elle aurait changé? Qu'est-ce qu'elle aurait changé pour Cahuzac? Qu'est-ce qu'elle aurait changé pour Sylvie Andrieux? Et on peut prendre comme ça tous les mises en examen du PS les uns après les autres, ça n'aurait sans doute rien changé. n'ont rien empêché. Non, mais la loi nouvelle ne change absolument rien. Alors qu'est-ce que vous proposez? Mais parce que je n'ai pas les moyens d'empêcher quelqu'un qui ment et qui fraude. La fraude est interdite. Monsieur Cahuzac, quand on en est à mentir au fisc, vous pouvez faire toutes les lois de la terre, vous êtes condamné à 30 ans de prison, quelqu'un qui ment, comme il l'a fait, comment voulez-vous vous opposer à ça? Moi je pense qu'on a un système qui permet d'avoir une déclaration en début de mandat, une déclaration en fin de mandat. Peut-être qu'il faut renforcer les contrôles, et ça j'ai toujours été ouvert là-dessus, et regarder s'il y a eu enrichissement, de quelle nature ils ont été, et qu'il y ait les sanctions afférentes à cela. Ensuite, si on rentre dans ce débat sur la transparence, je vous dis, mais pourquoi pas tout le monde? Et la publicité, parce que vous êtes le deuxième orateur, on a bien entendu M. Lagarde, vous êtes le deuxième orateur à dire c'est hypocrite. C'est hypocrite. Et du coup, sur la question de la publicité, vous avez le sentiment que c'est hypocrite parce qu'il faudra aller plus loin. Mais on est dans un ambroglio, on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. C'est une proposition de loi du président de la République et du Premier ministre, donc qu'ils soient, une fois dans leur vie, capables d'assumer un texte qu'ils présentent. C'est pas nous qui l'avons présenté. Ils sont pris dans ce... Sur la publicité, vous seriez pour ça aller plus loin ou pas? J'attends de voir le texte demain. Moi, je vous ai dit la position. Je pense que le système que l'on avait, si on renforçait en contrôle, pouvait être suffisant. Maintenant, le débat sur la transparence, si on va aller jusqu'au bout, mais rendons-la transparente pour tout le monde. Mais je pense que notre système de contrôle permet effectivement de plutôt bien fonctionner. Mais la publicité, c'est pas une forme de contrôle, finalement, de contrôle démocratique? Si, non, mais on peut aller jusqu'au bout, mais que le PS se débrouille. Le président de la République a voulu ce texte, qu'il l'assume, qu'il se débrouille. Vous alliez quand même déposer des amendements sur ce texte? Ah oui, on va voir le texte demain, puisqu'on a le résultat de... Vous avez prévu encore tel ou tel axe d'amendement
Les axes d'amendement, bon, vous les connaissez, on était opposé sur ce système. Encore, là, c'est la pire des choses, dans le système dans lequel on est en train d'arriver sur ce compromis, mais on veut attendre de voir demain où en sont les arbitrages internes. Sur le fait que le PS perde ses élections partielles, est-ce que vous n'avez pas peur, alors ça vous pouvez vous en réjouir, mais est-ce que ça ne va pas changer l'équilibre, notamment mettre en avant le groupe écologiste? Enfin, comment est-ce que vous voyez un petit peu jusque maintenant, ce n'est pas le groupe écologiste qui gagne, c'est nous qui gagnons toutes les élections les unes après les autres, sauf quand on nous débauche nos parlementaires. C'est sûr, pour la conduction des textes, forcément, ça change l'équilibre. Ce problème, la majorité, elle est déjà éclatée complètement. Elle a explosé en vol depuis le mois de décembre dernier. Regardez le nombre de textes qui n'ont pas été votés, y compris la loi de finances, soit par les communistes et le Front de gauche, soit par les Verts, parfois même par les radicaux. Donc l'explosion de la majorité, elle est consommée. Maintenant, c'est au sein du PS. Il y a ces lignes de fracture. Et c'est ce qui les rend fébriles de voir effectivement, à chaque partiel, eh bien c'est un siège de moins pour le PS. D'où le fait d'aller faire ce type de débauchage. Sur la PPL Ciotti, est-ce que vous jugez que c'est à vous de régir la vie intérieure de l'entreprise privée? Est-ce que c'est la réserve notamment qu'avait Jean-Christophe Lagarde, il disait que beaucoup de pays voteraient contre. Est-ce que vous entendez cette chose? Je pense que cette critique, on y échappe dans la mesure où on est resté sur les recommandations du rapport Stasi. On a d'ailleurs repris à la lettre, puisque sur l'arrêt sur Babylou, le reproche qui a été fait, c'est que le règlement intérieur ne soit pas suffisamment précis. Donc là, on donne la possibilité de prévoir dans le règlement intérieur la réglementation à la fois sur les lieux et les lieux de prière et les pratiques, dans la mesure où on reste dans le règlement intérieur, qu'il est soumis, comme tout règlement intérieur, aux partenaires sociaux ou aux représentants du personnel. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais encore une fois, on est sur quelque chose qui a fait consensus, puisqu'on a repris à la lettre près ce qui était dans le rapport Stasi. Sur la victoire de Nathalie Kosciusko-Morizet aux primaires de Paris et l'ambiance autour de tout cela, la façon dont ça s'est terminé, vous êtes un petit peu rassuré, vous pensez qu'il n'y aura pas de cicatrices? Écoutez, c'est une belle victoire, d'abord elle est sans équivoque, 58% au premier tour. On ne pouvait pas espérer de meilleures conditions puisqu'il n'y a pas de discussion possible, et donc maintenant, eh bien, c'est l'appel au rassemblement. D'ailleurs, vu les déclarations des uns et des autres, tout le monde est dans cet état d'esprit, uni et rassemblé derrière Nathalie qui portera nos couleurs à Paris. Et puis c'est l'occasion aussi de se féliciter du déroulement également de notre primaire à Lyon, puisque bon là ce sera terminé la semaine prochaine, mais ça se passe dans des conditions parfaites entre les 4 candidats qui étaient en lice. Sur le principe de la primaire, vous n'étiez pas emballé Non, mais j'ai toujours dit, mais il y a un arbitre, il y a une décision qu'on a prise dans le statut de mettre en place la primaire. Donc je n'ai pas fait partie de ceux qui ont milité pour que ça soit dans nos statuts. Maintenant, la primaire elle est en place, et donc c'est pour ça depuis un mois que j'ai appelé, comme beaucoup de mes collègues, à faire en sorte qu'on ait le maximum de Parisiens qui s'inscrivent dans cette primaire, parce que pour qu'elle ait du sens, il fallait qu'il y ait une participation qui monte en puissance, ce qui a été le cas sur les derniers jours, donc on peut tout à fait s'en féliciter, même si je n'ai pas été un avocat des primaires au départ. Et bon, non, pardon. Sur la question du FN, est-ce que le débat monte aussi en interne sur une remise en question de la stratégie du MUNI? Parce qu'il y a François Baroin qui s'est exprimé la semaine dernière. Oui, j'ai vu, mais au-delà de François, effectivement, le socle sur lequel nous sommes, c'est le socle de départ, tel que l'avait voulu Jacques Chirac en 2002 lorsqu'il a créé l'UMP, c'est-à-dire qu'il soit un grand parti de rassemblement du centre et de la droite, et à partir de ce moment-là, lorsqu'on est dans cet éventail de rassemblement, il y aura
rarement des positions qui seront unanimes, parce qu'il y a des sensibilités qui sont différentes. Sur notre, la ligne de fracture avec le Front National, elle est claire. Il n'y a jamais eu aucun accord à quelque moment que ce soit entre l'UMP et le Front National, pas plus qu'il n'y avait jamais eu d'accord entre le RPR et le Front National, et il n'y en aura aucun. Que pensez-vous de ce qu'a révélé le JDD sur le déjeuner des députés organisé par l'industrie du tabac? Les amateurs de la base. Oui, et alors? Vous êtes invité à déjeuner. Oui, ça m'arrive tout le temps d'être invité à déjeuner. Il y a un groupe de parlementaires par l'industrie du tabac, c'est une forme de... Oui. De tout temps, des parlementaires. Je veux dire, ça nous arrive... Enfin, je sais pas... Tous les sociétés, enfin, le nombre d'entreprises avec qui on déjeune, enfin... Non, bon, je suis peut-être pas au courant de... Mais bon, je ne vois rien comme ça, c'est choquant a priori. C'est bon?